place. Le dernier thème de discussion et de difficulté à penser pour moi actuellement, c'est la question de la présence ou de l'absence des images à l'intérieur des textes scolaires au moment de l'apprentissage de la lecture. Avec la disparition des manuscrits médiévaux, nous sommes entrés pour longtemps, jusqu'à la fin du XIXe siècle, dans un monde en noir et blanc. Le manuscrit médiéval est illustré et il est en couleur. Le texte de Gutenberg, il n'est pas illustré, sauf d'illustrations insérées de manière séparée, et il est en noir et blanc. La découverte du rôle que pouvaient jouer les images dans la mémorisation, dans la compréhension des textes, qui avait été construite tout au long du Moyen-Âge, d'une certaine manière, est refusée, disparaît à partir du XVIe siècle, du fait que la technologie de l'imprimé est une technologie en noir et blanc qui ne peut pas inscrire facilement des images à l'intérieur du texte. La seule chose qui peut se produire, c'est de reproduire d'anciennes images, gravures sur bois ou sur cuivre, entre les pages des livres, mais du coup, le statut de l'image devient très différent. L'image devient une illustration du texte et non plus une contribution à la signification du texte. Elle reste à l'extérieur du texte. Et dans tous les catéchismes et abécédaires illustrés du siècle des XVIIIe et XIXe siècle, dans l'ère latine, on voit bien arriver quelques images, mais elles n'ont pas de fonction pédagogique. Elles ont simplement une fonction d'embellissement ou une fonction morale. On voit une image de la Vierge et apprenant à lire à l'enfant Jésus au début du texte, ou de Sainte Anne apprenant à lire à la Vierge. Mais elle n'a pas de rapport avec les textes qui suivent. Les premiers qui vont rompre avec cette façon de procéder et qui vont faire de l'image un outil d'apprentissage, en particulier pour les enfants débutants, ce sont les Américains du Nord. Et j'ai fait une étude comparative des grands best-sellers pour apprendre à lire aux enfants aux États-Unis et des best-sellers pour apprendre à lire aux enfants en France en prenant des livres exactement de la même époque. Et mon idée, c'était que les livres américains avaient beaucoup plus tôt utilisé une voie d'apprentissage active que les outils français qui paraissaient beaucoup plus, les méthodes paraissaient beaucoup plus archaïques et les abécédaires français paraissaient beaucoup moins jolis, beaucoup moins bien imprimés. En fait, jusque vers les années 1820, les méthodes d'apprentissage en anglais et en français sont exactement les mêmes. Elles sont les méthodes d'épellation et syllabation des mots. Les choses changent dans les années 1820, quand une série d'inventeurs, de pédagogues inventeurs, imagine d'imprimer pour les familles d'abord, puis pour les élèves, des abécédaires avec à chaque fois une lettre et une image. Le A de abeille, le B de boy en anglais, le C de cat, etc. Et on va avoir un couplage entre la lecture de mots anglais monosyllabiques, donc des syllabes. On apprend à lire des syllabes. Mais ces syllabes ont une signification, et la signification est donnée par l'image. Alors, pourquoi est-ce qu'en Europe, on ne voit pas la même chose se produire au même moment? Eh bien, la raison est d'abord une raison commerciale. C'est que pour pouvoir rentabiliser ces abécédaires, il faut un très grand tirage. Et puis la deuxième chose, c'est l'idée pédagogique qu'il faut apprendre à lire des syllabes régulières d'abord.
Et l'anglais a un nombre incroyable de mots monosyllabiques réguliers qui peuvent être figurés sur l'abécédaire. En espagnol, en français, en italien, c'est beaucoup plus difficile. On ne trouve pas ces mots très faciles, écrits de manière très régulière, sur lesquels peut se faire une lecture globale du mot, puis une analyse du mot, lettre après lettre, et le mot après, évidemment, est recopié pour être appris par cœur. Et on voit qu'il va y avoir deux voies divergentes entre l'Amérique du Nord et les autres pays d'Amérique latine et d'Europe latine sur la manière de représenter l'entrée dans les premiers apprentissages. Dans les méthodes de lecture de la fin du siècle français, espagnol, on voit apparaître ces objets qui vont devenir le point de départ pour les apprentissages. Mais à cette époque-là, la perspective des Américains a déjà changé. Ils sont entrés dans une perspective qui est de lire, d'apprendre aux enfants à lire non pas des mots seulement, mais des phrases. Avec l'idée que la compréhension d'un texte, c'est ça que la lecture prioritairement doit viser. Dès les années 1900, on a des instituts de recherche sur la lecture aux États-Unis qui sont liés aux écoles normales. Des professeurs d'université font des recherches sur les mouvements oculaires, sur la mémorisation, sur l'apprentissage. Et ils vont développer un discours sur la compréhension qui va être repris dans les années 1920 par quelqu'un comme Dewey, sur la nécessité des enfants d'éprouver du plaisir dans l'apprentissage, de ne pas être mis en échec, pour comprendre des situations qu'ils ont à lire. Et les images vont être cette fois non plus des images d'objets, mais des images de situations, représentant des situations sur lesquelles on fait parler les enfants. Que fait le chien? Pourquoi est-ce qu'il aboie? Que fait le garçon? Qu'est-ce qu'il a jeté? Et le petit texte qu'il faudra lire sous l'image est une phrase, et non plus un mot, comme dog, boy, etc., qui va permettre d'entrer dans une lecture de compréhension de texte. Le grand spécialiste de cette perspective va devenir aussi celui qui va favoriser l'idée de la méthode globale, le fameux Dick and Jane, qui va être tiré à des millions d'exemplaires, imprimé partout dans le monde, alors que, quand on regarde à la même époque en France ce qui se passe dans l'apprentissage de la lecture, on proclame la nécessité des méthodes actives, on proclame la nécessité des savoirs, des mêmes types de savoirs psychologiques, mais l'apprentissage de la lecture demeure un apprentissage lié à l'écriture de lettre à lettre. Le changement de perspective entre les langues latines, où la question de la copie des mots et de la restitution orthographique des mots et de la liaison lecture-écriture ne se développe pas du tout de la même manière que dans les pays d'Amérique du Nord ou influencés par l'Amérique du Nord, où ce qui va se développer, c'est un courant de recherche sur la lecture complètement disjoint des courants de recherche sur l'écriture. Et je dirais, j'ai l'impression qu'on en a encore quelquefois un peu là. Alors que les courants de recherche latins vont immédiatement, sur la, alors j'appellerais psychogenèse de l'écrit, vont immédiatement lier les interactions de la lecture avec les interactions de l'écriture. Et je trouve intéressant de penser qu'un des points qui a été ce point de divergence, c'est la question des images à l'intérieur de l'école. Alors, il faut comprendre aussi pourquoi les images en série, les albums, les historietas, comme vous dites, ou les comics, ou les BD, les bandes dessinées, comme on dit en français, ont été à ce point récusés à l'intérieur de l'école. C'est que dans un monde où on est peu de temps à l'école et où on est en lieu d'apprentissage des savoirs qui vont permettre des études longues, tout ce qui était la littérature de divertissement était d'une certaine manière
considérés comme superflus. Ça relève de la vie des loisirs, de la vie des familles, comme les journaux pour les enfants. L'école doit donner les savoirs qui sont les savoirs utiles pour la poursuite des études. Ce qui va transformer complètement la relation de l'école à l'image, c'est l'arrivée de la télévision. À partir du moment où, dans les années 1950, la télévision rentre dans toutes les familles et que les enfants apprennent les histoires d'abord en dessin animé avant de les apprendre dans des livres, que d'une certaine manière, ce qu'on croyait être la spécificité du texte écrit du livre, et qui était de construire les schémas narratifs, d'apprendre à organiser une histoire depuis le « il était une fois » jusqu'à la fin de l'histoire qu'un parent lit à voix haute dans un texte et qui est toujours le même, eh bien maintenant, ça y est, c'est Walt Disney et les dessins animés qui apprennent aux enfants Blanche-Neige, les contes de Grimm, le petit chaperon rouge, et donc on va avoir une modification de la culture scolaire, puisque tout ce qui était autrefois le rôle de l'école, d'une certaine manière, est assuré par les écoles parallèles, bien plus séduisantes que ce qui est l'exercice scolaire. L'arrivée des dessins animés, l'arrivée des vidéos, l'arrivée de la publicité pour les enfants à l'intérieur des programmes de télévision va produire dans les années 70 une grande crise d'identité qu'on retrouve en Espagne, en Italie, en France. Je l'ai trouvé dans les journaux du Brésil, et qui est « qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ?» Est-ce qu'on arrive dans un monde où finalement, avec le téléphone d'un côté et la télévision pour savoir les nouvelles de l'autre, il ne serait plus la peine d'apprendre à écrire des lettres, ni d'apprendre à lire le journal, puisqu'on peut écouter le journal avec les images et on peut parler directement en téléphonant aux gens, on n'a plus besoin de leur écrire. Alors là, le bouleversement qu'apporte Internet et le multimédia nous paraît actuellement extraordinairement nouveau, mais vous voyez à quel point il a été entièrement, je dirais, préparé par d'autres transformations qui le précédaient et qui ont produit des crises d'identité dans l'école et qui ont été finalement digérées par l'école. Et ma question c'est, comment ont-elles été digérées dans les pratiques scolaires et comment vont-elles être digérées dans les pratiques scolaires qui vont venir? Qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui ne changera pas? Pour pouvoir penser l'avenir de l'école dans le court terme, la première chose qu'il faut essayer de penser, c'est ce qui va perdurer avec les nouveaux instruments technologiques. Alors la première bonne nouvelle, c'est que les enfants ne vont pas naître alphabétisés. Il faudra continuer de leur apprendre à lire et à écrire. Ça n'est pas prévu que grâce aux machines, grâce à des greffes particulières, demain, les enfants apprendront à lire comme ils apprennent à parler. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les éducateurs. On continue d'avoir besoin de nous. En revanche, la deuxième chose qui ne va pas changer, et là, on s'inscrit en faux contre certains discours qui sont un petit peu des discours du miracle produit par la numérisation, c'est que l'apprentissage demeurera un apprentissage long et lent. Ce n'est pas vrai que la vitesse à laquelle se propagent les messages sur Internet, le fait que les enfants soient nés à une période où la numérisation et les machines les entourent, est pour eux une chose extraordinairement familière, ça n'est pas vrai que ça produit une accélération de la façon dont les enfants apprennent à se débrouiller avec ces messages. Dans un certain nombre de recherches, dont certaines que je viens de lire dans le dernier livre publié par Emilia, on voit bien comment le fait de devoir écrire une lettre, ou repérer une lettre
dans l'écriture ou en tapant sur le clavier, le clavier n'accélère pas l'apprentissage, comme certains nous le disent, en nous disant « mais vous vous rendez compte l'énergie que ça demande de tracer les lettres, donc forcément il est inutile de continuer, par exemple, comme le font les États-Unis actuellement, il est inutile de continuer à apprendre à écrire manuellement aux enfants, puisqu'il faudrait leur apprendre directement à taper sur le clavier. Il faudra leur apprendre à taper à la machine avec tous les doigts, de manière efficace, mais ça ne signifie pas pour autant que l'apprentissage de l'écriture à la main, qui pour les enfants permet à la fois de lier lecture et écriture en contrôlant en même temps le geste des yeux, soit devenu un apprentissage inutile ou dangereux, comme le disent certains manuels américains. La persistance des multi-entrées dans l'écriture va être la norme pour les générations qui viennent. De la même manière que l'écriture manuscrite a continué après Gutenberg, que tout ne s'est pas converti en imprimé, de la même manière, nous aurons dans l'espace numérique une multiplicité de pratiques et dans l'école une multiplicité de pratiques, les unes anciennes et les autres utilisant les outils numériques comme on utilisait les plumes métalliques ou comme on utilisait les craies ou les autres instruments dont on disposait au moment de cette révolution au XIXe siècle. La persistance de ces pratiques va s'accompagner aussi d'un problème qui va demeurer stable, qui est celui des problèmes de relation pour les enfants entre le passage de la langue orale à la langue écrite. Une des choses intéressantes que nous apprend Internet, c'est que certains y voient le moment où va triompher l'anglais et où l'anglais va devenir la langue unique mondiale globale, même si le chinois est parlé par plus de locuteurs que l'anglais. Mais l'idée qu'il y aurait une langue mondiale qui serait la langue de la communication de l'espéranto des temps modernes est battue en brèche par toutes les études des linguistes qui montrent qu'au contraire, Internet permet l'émergence de petites langues qui étaient des langues localisées, le danois, ou des langues africaines qui n'avaient pas de visibilité sociale dans l'espace institutionnel et qui, grâce à Internet et à la constitution de réseaux, sont en train d'apparaître à la surface médiatique du fait de la numérisation. Et par exemple, la question des langues d'origine, qui est maintenant reconnue comme étant une question importante, puisque à l'ONU, 350 millions de locuteurs sont reconnus comme ayant des droits fondamentaux de parler et d'écrire et d'apprendre à écrire et lire à leurs enfants dans ce qu'on appelle les langues d'origine. 350 millions, c'est très peu par rapport à la planète Terre, mais c'est infiniment plus que ce qu'imaginaient les grands réformateurs du XIXe siècle, qui étaient persuadés que l'imposition des langues nationales allait faire disparaître tous les dialectes ou tous les parlers locaux, qui n'imaginaient, les Castillans n'imaginaient pas la renaissance à Barcelone du catalan, n'imaginaient pas qu'il puisse de nouveau y avoir des journaux écrits dans des langues qu'aux États-Unis, les modalités d'utilisation de l'espagnol se seraient dispersées avec des modes de fonctionnement qui font que le mexicain n'est pas exactement l'argentin, n'est pas exactement le chilien, et n'est pas exactement l'espagnol des latinos d'Amérique du Nord, et que cette dissémination des langues n'interdit ni la communication, ni le maintien d'un espace de lecture et d'écriture. Donc le problème du passage de l'oral, des multiples oraux, à de multiples écritures, normées, plus ou moins normées, demeure une question extraordinairement importante et qui pose aux enfants
autant de problèmes, qui posera aux enfants, avec ou sans les outils numériques, autant de problèmes qu'elle en posait avant. Donc, j'achève pour qu'on ait un peu le temps de discuter. Le point qui me paraît important à souligner, ce qu'Internet ne peut pas changer, c'est qu'on doit penser simultanément des contraintes qui sont à la fois internationales et des contraintes locales. Et que les modalités de travail à l'échelle des régions, à l'échelle des établissements, la manière dont les maîtres conduisent, en fonction des enfants qu'ils ont à scolariser, leur propre rythme d'avancée pédagogique, constituent des lieux de résistance qui ne sont pas forcément des lieux d'archaïsme, qui peuvent être aussi des lieux d'invention sur les modalités de permettre l'acclimatation des nouveaux outils à l'intérieur d'un espace qui, par ailleurs, est un espace d'échange absolument permanent. Je lis en France, dans les produits des experts d'Internet, ceux qui ne cessent de demander des rendez-vous au ministre de l'Éducation pour dire que le marché des tablettes ou le marché des outils, des tableaux interactifs, c'est l'investissement numéro 1 à faire pour toutes les écoles. Je vois bien qu'ils ont en tête un modèle d'école qui est un modèle où la technologie remplace l'efficacité magistrale. Ils ont un modèle qui est en quelque sorte un modèle économique. Il faut produire de bons produits et après, il faut les diffuser et les vendre. Et l'exécution des tâches avec ces produits suffira à régler les problèmes d'échec scolaire. Nous savons que ça ne marche pas. Nous savons que ce modèle, qui est un modèle commercial, industriel et commercial, est un modèle dont déjà, en certains lieux, on voit à quel point il est voué à l'échec. Les investissements gigantesques qui ont été faits de distribuer des outils à des enfants et à des maîtres sans leur apprendre à s'en servir, ça produit effectivement des budgets intéressants pour les vendeurs, des dépenses énormes pour les gouvernements, mais ça ne produit pas de soi-même de la réussite scolaire. Ce qui reste, c'est l'apprentissage. De la même manière que se sont remodelées au cours du temps les modalités de transmission avec les nouveaux instruments technologiques, de la même manière sont en train de se remodeler nos nouveaux modes de transmission avec les instruments informatiques ou numériques. L'importance des échanges, simplement, doit porter pas simplement sur les discours, mais sur les pratiques. Ce sont les manières de faire qui, dans cet espace-là, deviennent prioritaires. Et du coup, c'est vrai que le travail que font les chercheurs pour voir à la fois comment les enfants utilisent les instruments numériques, comment ils s'en servent différemment ou pas différemment des instruments traditionnels, comment ils réfléchissent avec ce qui est mis à leur disposition dans l'espace social. Mais aussi le travail des chercheurs qui essayent de voir comment les maîtres dans des écoles réelles, avec des enfants réels, se servent de manière positive, de manière fructueuse ou de manière qui échoue des nouveaux instruments et progressivement élaborent une culture scolaire qui intègre Internet. Voilà des points qui, moi, me paraissent absolument capitaux pour pouvoir résister à la fois au lieu d'imposition d'un modèle unique et sans oublier que les premiers lieux d'investissement dont je parlais, politiques, sociaux, continuent d'exister. Ce n'est pas parce qu'un outil technologique est international que les réalités politiques et sociales des nations se sont effacées. Et le discours techniciste qui est répandu actuellement a une manière de faire croire que le monde est devenu un village planétaire qui produit des illusions qui peuvent être utiles à certains, mais certainement pas ni aux enfants ni aux maîtres. De ce côté-là, la résistance contre ce modèle global et unique de fonctionnement me paraît être
non pas une résistance archaïque, mais une lutte productive. Et je pense que c'est dans cette direction-là que nous devons continuer d'aller. Je vous remercie.